Je pense que la situation contemporaine du discours sur le fanatisme est curieuse parce que il y a, et je parle surtout du monde, disons, anglophone où je travaille, etc., il y a une persistance de certaines thématiques qui se sont développées, surtout dans les périodes après la Deuxième Guerre mondiale, mais ça c'était déjà en place un peu dans les années 20 et 30, des thématiques qu'on peut relier à cette idée de la religion politique, qui a vraiment joué un rôle très important dans la formation de ces discours, dans les discours sur les totalitarismes. Et j'étais assez frappé par le fait que dans la discussion actuelle, par exemple dans les travaux sur l'histoire du fascisme et de ce qu'il appelle les mouvements totalitaires, les historiens contemporains travaillent beaucoup avec cette idée des religions politiques. Ils travaillent beaucoup avec cette idée en argumentant qu'on doit passer d'un paradigme, disons, socio-économique de l'explication des phénomènes politiques totalitaires à un paradigme culturel, subjectif, etc. Et donc, ces paradigmes, cette matrice d'explication qu'on a formée dans l'après-guerre, je pense ça, bien que la discussion sur le communisme, par exemple, est devenue plus et plus académique pour des raisons évidentes, cette matrice a été importée à l'intérieur des discours, par exemple, sur les mouvements islamiques et sur la situation actuelle, en l'hybridant avec une autre lignée dans les discours sur le fanatisme, qui est la lignée, disons, impériale, administrative, de ce qu'on appelle la counterinsurgency, qui a été formulée d'une façon très forte dans la deuxième moitié du 19e siècle, surtout dans le monde des administrateurs impériaux britanniques. Bien sûr, en face des révoltes anticoloniales à caractère plus ou moins religieux, plus ou moins millénariste, etc. En Soudan, en Inde, en Chine avec les boxers, etc. On a posé cette idée du fanatique comme le vrai, c'est-à-dire la vraie menace, les mouvements de masse fanatisés comme la vraie menace. Donc maintenant, je pense, bon, c'est intéressant de noter par exemple que on a fait beaucoup usage de cette idée du fanatique ou du fondamentaliste ou d'une folie politico-religieuse, terroriste et violente, etc., bien sûr dans les premières années de décennie dernière, mais que maintenant, il y a, je pense, un peu une oscillation dans le discours néo-impérial ou néocolonial, c'est-à-dire c'est devenu beaucoup plus un discours sur la gestion ou sur le management, disons, des résistances au pouvoir impérial. Donc, par exemple, on a vu en Irak tout un discours qui cherchait à trier, disons, entre les groupes armés islamistes, entre les fanatiques extrêmes et des autres groupes. Avant, dans 2001, 2002, 2003, jusqu'à je pense 2004, 2005, il était l'idée, parce que c'est pas exactement toujours le terme fanatique, mais l'idée des fanatiques était assez homogène.
Et ça, c'est vraiment une répétition d'un discours, d'un débat intra-impérial, disons, qui avait déjà eu place dans l'Empire britannique, où il y avait cette division entre ceux qui prônaient l'extermination totale de tous les fanatiques, etc., et les autres qui pensaient bien un peu avec des politiques sociales, économiques, avec de la philanthropie, etc., réussir à un peu saper l'environnement dont naissent des forces, disons, fanatiques. Et bien sûr, il y a eu il y a maintenant une situation tout à fait critique pour les idéologues impériaux. C'est bien sûr que toute cette histoire sur l'hégémonie dans supposé ultra-extrémisme islamique dans le monde arabe, dans le Moyen-Orient, c'est pas exactement quelque chose dont ils peuvent faire usage si facilement maintenant pour des raisons évidentes dans le contexte des révoltes et des révolutions dans le monde arabe. Et donc je pense qu'il y a vraiment maintenant une crise idéologique. J'ai trouvé très drôle, par exemple, que si on peut voir, je sais pas, le New York Times, des photos qui étaient vraiment exactement les mêmes photos qu'on pourrait voir pendant la guerre en Irak. Donc en 2005, il y aurait eu une caption qui dirait quelque chose comme extrémiste, islamique insurgent, etc. Il y avait des mecs avec des mitrailleuses, des kefias, je sais pas. Et puis, maintenant, bien sûr, en Libye, démocrates, révolutionnaires, etc., c'est plus ou moins la même photo. Donc, je pense qu'il y a là vraiment une crise, une crise d'intelligibilité, une crise idéologique, pas mal. Dans le monde, dans la situation tout à fait, pas tout à fait, mais de toute façon séparée, que je voulais adresser dans le livre, c'est-à-dire dans les contextes du développement contemporain des théories de l'émancipation, qui bien sûr on était toujours dans la lignée de Burke, reprocher des fanatismes, chercher d'imposer des idées abstraites aux réalités complexes. Là, je pense que les reproches du fanatisme, c'est toujours assez fort, au moins dans le monde, disons, anglophone. C'est-à-dire, on peut lire, par exemple, j'ai trouvé ça assez drôle, on peut lire des phrases dans les comptes rendus dans la presse anglaise, du livre d'Alain Badiou sur le communisme, qui pourraient être des détournements du texte de Burke. Ces philosophes français qui pensent que la politique peut être quelque chose d'abstrait, pas seulement la réforme graduelle, trial and error. Et donc, et je pense que cette critique qu'on pourrait appeler empiriste, d'un rationalisme politique, et donc dans l'empirisme on peut penser à la thèse qu'on ne peut pas éliminer toutes les différences, hiérarchies, etc. Je pense que cette critique empiriste à quelque chose comme un fanatisme de l'émancipation, c'est toujours quelque chose qui existe dans des formes pas nécessairement très explicites. Et donc, par exemple, pour revenir à une question que tu as posée avant, je pense que certaines positions philosophiques, par exemple dans les textes récents de Peter Sloterdijk sur le XXe siècle, cette réponse au texte de Badiou, mais aussi son livre, je sais pas, comme Colère et temps, je pense c'est en français, Zorn und Zeit.
Là, il y a aussi cette idée, bien sûr, que tout essai, tout désir d'une transformation radicale du monde sur la base de certains principes, idées, actions, etc., ça est nécessairement désastreux en tant que négation de la complexité empirique du monde. Et donc, dans ce sens, je pense qu'il y a toujours, que c'est toujours important de revenir, de savoir quelle est, comment dire, l'histoire de cette idéologie ou de ce discours sur le fanatisme qui a, je pense, en philosophie, en politique, le statut de quelque chose comme un reflet pavlovien, c'est-à-dire quand on voit, quand on a en face une thèse radicale sur l'émancipation, sur la transformation de la société, etc., je pense que les reproches de fanatisme, c'est toujours quelque chose d'assez automatique et d'assez consensuel. Donc, c'est aussi une raison pour avoir une connaissance de son histoire.